Madame, Monsieur, bonsoir. Yasser Arafat sera transféré demain dans un hôpital parisien. L'état de santé du président de l'autorité palestinienne s'est brusquement dégradé hier. Difficile ce soir de savoir quelle est la nature exacte de sa maladie. Ce coup de folie d'un adolescent en Seine-Maritime, Pierre a reconnu avoir tué hier soir 3 membres de sa famille. Un acte aussi terrifiant qu'incompréhensible. À 6 jours de l'élection présidentielle, le système de vote américain connaît ses premiers couacs. En Floride, 58 000 bulletins de vote par correspondance ont disparu. Ouverture aujourd'hui des états généraux des malades du cancer. Priorité cette année à l'information des patients et à leur réinsertion après la maladie. Le parcours du Tour de France 2005 a été dévoilé aujourd'hui. 3600 km à parcourir avec un départ de Vendée le 2 juillet. L'information vient d'être confirmée par l'Elysée. Yasser Arafat va être transféré demain dans un hôpital parisien. La France va affréter un avion. Durant toute la journée, les rumeurs se sont multipliées autour de son état de santé. Ce qui était présenté au départ comme une mauvaise grippe pourrait être, selon certaines sources, un grave problème sanguin. Christian Autain. Voici une image destinée à démentir les rumeurs les plus pessimistes. Cette vidéo de Yasser Arafat, entouré de ses fidèles, aurait été tournée aujourd'hui dans son QG. Pourtant, la gravité de l'état de santé de Yasser Arafat ne fait aucun doute. Sa femme, Soua Arafat, est arrivée en fin d'après-midi au chevet de son mari. Elle ne l'avait pas vu depuis 4 ans. Les caméras sont toujours braquées ce soir sur la Moukata, la résidence du leader palestinien. On a attendu en vain toute la journée l'éventuel transfert du Raïs dans cet hôpital de Ramallah. Ce matin, les dirigeants palestiniens ont démenti les informations alarmistes sur son état de santé. La première chose que les médecins ont demandé à Arafat, c'est de se reposer. Les seules personnes habilitées à parler de son état de santé sont ses médecins et ses conseillers. Tout est sous contrôle, le président est dans un état stable. Une équipe de médecins de Jordanie mais aussi d'Égypte s'est rendue à son chevet aujourd'hui. Officiellement, Yasser Arafat, âgé de 75 ans, souffre d'une grippe intestinale. Mais confiné dans sa résidence de la Moukata depuis presque 3 ans, le vieux Raïs est dans un état de faiblesse générale. Selon l'un de ses médecins traitants, parlant sous couvert d'anonymat, Arafat est atteint d'une anomalie sanguine qui nécessite des analyses à l'étranger. Israël a donné son feu vert. Arafat pourra être hospitalisé où bon lui semble. D'ailleurs, il y a quelques instants, l'Elysée a annoncé que le président palestinien serait à Paris demain pour y recevoir des soins. On retrouve Charles Anderlin en duplex de Jérusalem. Bonsoir Charles. Est-ce qu'on a une indication sur l'heure des départs pour Paris de Yasser Arafat? À l'heure qu'il est, on parle de 6h30 demain matin par un hélicoptère affrété par l'autorité palestinienne avec un médecin à bord. Il partirait d'abord sur Amman, d'où ensuite il repartirait sur Paris. Il y a quelques minutes, un véhicule du consulat de France à Jérusalem est arrivé à la Moukata pour régler les derniers détails. Mais il y a encore un problème. Yasser Arafat discute, paraît-il, toujours. Il ne veut pas partir, mais l'ensemble de ses conseillers et son épouse Soa, qui est à son chevet, insistent. Il n'est pas question de le laisser dans cet état à Ramallah. Il partira demain, qu'il le veuille ou non. Alors justement, est-ce que vous avez des informations plus précises sur la nature de la maladie de Yasser Arafat? Eh bien, il faut bien dire que non, nous n'avons pas eu un véritable bulletin de santé. Nous avons eu des indications par un médecin qui a tenu à garder l'anonymat. Il s'agirait d'un problème sanguin, de globules blancs, qui proviendraient soit d'un cancer, soit d'un empoisonnement. On n'en sait pas plus. En tout cas, il y a eu des moments durant la journée où, effectivement, selon mes sources au sein de la Moukata, Yasser Arafat a perdu connaissance. Merci Charles. Ce départ précipité pour Paris pose d'ores et déjà la question de l'intérim et même de la succession de Yasser Arafat à la tête de l'autorité palestinienne. L'homme n'a pas de dauphin désigné et plusieurs factions se disputent le pouvoir. Côté israélien comme palestinien, certains craignent que cette vacance du pouvoir n'entraîne une situation chaotique dans les territoires. Martine Laroche-Joubert. Qui prendra la succession de Yasser Arafat? Pour de nombreux Palestiniens, une question taboue de son vivant, d'autant plus qu'il n'a désigné aucun héritier, d'où des hypothèses. Selon la loi fondamentale de l'autorité palestinienne, il serait remplacé dans un premier temps par le président du Parlement, Hawi Fatou, à gauche d'Arafat, mais celui-ci n'est pas considéré comme un poids lourd. Dans les faits, c'est donc une troïka qui pourrait prendre le pouvoir avec Mahmoud Abbas, ancien Premier ministre, aujourd'hui secrétaire du comité exécutif de l'OLP, Ahmed Korey, l'actuel Premier ministre, deuxième personnalité de l'autorité palestinienne,
Et enfin, l'actuel président du Conseil national palestinien, Salim Zahanoun. Puis des élections devraient être organisées dans un contexte difficile d'occupation israélienne, d'affrontements et de checkpoints à l'entrée des principales villes palestiniennes. Un point positif, les 3/4 des électeurs palestiniens se sont déjà inscrits sur les registres de votants. Les candidats, toujours des hypothèses. Ceux précédemment cités peut-être, en ajoutant Mohamed Darlan, ambitieux et pugnace, bon candidat à Gaza, mais très mal vu en Cisjordanie. L'homme idéal pour les Palestiniens pourrait être Marwan Barghouti. Mais il est dans une prison israélienne sous le coup d'une dizaine de condamnations et le gouvernement ne semble pas prêt de le relâcher. Une succession qui s'annonce donc particulièrement complexe. Yasser Arafat, malgré les apparences, a fait le vide autour de lui. L'actualité en France est dominée par ce coup de folie. Un adolescent a reconnu avoir tué hier soir ses parents, son petit frère et blessé sa sœur dans leur maison dans Courteville-sur-Héricourt en Seine-Maritime. La justice n'explique toujours pas ce qui a amené ce garçon d'à peine 14 ans à commettre un acte aussi terrifiant. Amaury Guibert, Christelle Bertrand. D'abord la mère qui rentrait des courses, 2 coups de fusil de chasse. Puis il recharge et tire 2 nouvelles cartouches sur sa sœur de 11 ans et son frère de 4 ans. Le père rentre alors du travail, ce sera la dernière victime. La folie meurtrière de Pierre, l'aîné de la famille, a débuté en milieu d'après-midi hier. Il faisait ses devoirs, a-t-il dit aux gendarmes, quand il s'est décidé à tuer ses parents. Le petit frère, il lui a tiré dessus parce qu'il pleurait. Sa sœur, elle, n'est que grièvement blessée. Elle a eu la force de s'échapper et de trouver refuge chez les voisins. Elle parlait pas, non, puis elle pleurait à peine. Hein. D'après, je ne voyais pas beaucoup de larmes, mais elle souffrait, se tenait le côté. Bon, c'est tout ce que j'ai pu voir. Et c'est là que j'ai su que c'est elle qui a dit au voisin, mes parents sont morts. Pendant la tuerie, Pierre regarde de temps en temps un dessin animé. Sans froid, inconscience, devant les gendarmes, il expliquera ce qu'il a fait sans émotion. Je crois que c'est terrifiant, effectivement, d'entendre et d'écouter ce qui ressort de ces déclarations. Il l'a fait de sang-froid, il est complètement détaché, neutre. C'est en réalité quelqu'un d'autre que lui qui a fait ça. Dans le village où la famille vivait depuis 12 ans, l'incompréhension est totale. Adultes, enfants ont passé 2 heures avec des psychologues pour essayer de comprendre. Comment expliquer la chose, quoi. Comment parler aux enfants, comment les aider à vivre le drame. Un drame qui frappe une famille réputée sans histoire, connue de tous. Pierre, ce garçon mûr pour son âge, disent les voisins, différent, atypique pour certains, comme pour Huguette et Amanda Fleury. Amanda a gardé les enfants, sa grand-mère était proche de la maman. On me parlait souvent de Pierre, parce qu'il démarrait, quand il a démarré au collège, tout ça, que son comportement changeait un petit peu, mais bon, c'est vrai qu'elle disait, il faut que je le tienne. Il avait quelque chose que les autres enfants de son âge n'avaient pas, en fait. Il avait du répondant, on lui disait quelque chose, il répondait vraiment comme un adulte. En fin de journée, les gendarmes ont scellé les entrées de la maison. Une maison qu'un adolescent de 14 ans a transformée en scène de crime. Le corps d'une jeune fille de 22 ans a été retrouvé près de Montceau-les-Mines en Saône-et-Loire. Il s'agirait d'une dispute qui a mal tourné. Le meurtrier présumé, une connaissance de la victime, a indiqué l'emplacement du corps. Il est ce soir toujours en garde à vue. Valérie Bourget avait disparu depuis jeudi dernier. Au Grand Bornand, 150 gendarmes ont encadré aujourd'hui la reconstitution du meurtre des 5 membres de la famille Flactif. Les faits remontent, vous vous en souvenez, au mois d'avril de l'année dernière. La justice veut savoir si David Otia, le meurtrier présumé, a agi seul ou avec l'aide de complices. Benoît Gadré, Olivier Jacquelin. Le corps dissimulé, casqué, vêtu d'un gilet pare-balles, l'assassin présumé de la famille Flactif est revenu pour la première fois dans le chalet. À ses côtés, son ami Aremza, poursuivi pour avoir aidé à la préparation du massacre. Le juge a tenté de remettre en scène la tragédie. Mais David Otia, ici casqué, a refusé de coopérer. Oublié les aveux circonstanciés de la première heure. Désormais, il nie tout. Ce qui m'a un peu stupéfait, c'est qu'il n'a absolument aucune compassion, qu'il n'a absolument aucun regret. Et il a l'air même détaché, et ça, c'est particulièrement douloureux à subir et à voir. On a l'impression que c'est pas son affaire, on a l'impression que c'est pour quelqu'un d'autre. L'ADN de son sang a été retrouvé dans le chalet, l'arme chez son frère. Mais David Otia persiste. La tuerie, c'est l'affaire de 2 individus rencontrés par hasard chez les Flactifs, 2 inconnus qui l'auraient ensuite menacés.
il serait venu avec son revolver, il aurait trouvé ces 2 individus qui seraient venus, les individus auraient pris le revolver pour tuer les 5 personnes, lui auraient donné le revolver, lui l'aurait remis dans sa poche et rentré chez lui, mis dans la boîte où elle se trouvait auparavant, puis ensuite il l'a expédié par la poste à son frère. Qui peut croire une bêtise pareille? Les avocats de David Otia préfèrent éviter la presse, même s'il reste des zones d'ombre. Des ADN retrouvés dans le chalet et jamais identifiés. Et une question, comment, en une nuit, un homme seul peut-il nettoyer les lieux, transporter 5 corps et les brûler jusqu'à les faire disparaître? L'homme n'est pas connu du grand public, mais il est très populaire dans les banlieues. Hassan Iqiyoussen se consacre depuis 15 ans à la diffusion de l'islam. Ses propos, vous allez l'entendre, sont parfois ouvertement antisémites, susceptibles de poursuites pénales. Jérôme Soulard, Romain Clément. Hassan Iqiyoussen, c'est l'un des prédicateurs vedettes dans les banlieues françaises, un prêcheur de l'islam. En juin 2004, il réagissait à la profanation d'une mosquée lilloise. On le sent, on le vit en tant que communauté musulmane, un peu d'islamophobie, un peu de pression. Ce prédicateur vit de la vente de ses livres et de ses cassettes. Sur l'une de ces bandes que se sont procurées nos confrères du Figaro, plusieurs passages antisémites susceptibles de poursuites, selon la loi française. Dans la religion juive, il y a une théorie qui dit qu'ils sont le peuple élu et que Dieu a créé les êtres humains pour les servir. D'accord? Donc ils ont toujours méprisé les êtres humains et les ont toujours considérés comme des gens inférieurs qui devraient être à leur service. À Paris, l'éditeur condamne ce qu'il qualifie de dérapage et dit avoir découvert le contenu de cette cassette il y a 8 mois après publication. Depuis, il l'aurait retiré de la vente. Pour moi, c'est une erreur surtout du point de vue de l'entente qu'on doit se créer en France, du travail qu'on doit faire ensemble au-delà de nos convictions religieuses, contre le racisme, contre l'antisémitisme. À l'Union des organisations islamiques dont il est proche, on condamne là aussi les propos, mais pas l'homme. C'est un dérapage qui est grave. C'est un dérapage, je le dis. Et je dis qu'il n'a pas à avoir lieu. Et je lui ai dit, j'ai dit à M. Iqiyoussen que c'est un dérapage, que vous n'avez pas à tenir de tels propos. Loin des micros, Hassan Iqiyoussen avoue le dérapage, mais nie tout antisémitisme. Aujourd'hui, Jacques Chirac a voulu réaffirmer que la lutte contre le cancer faisait partie des 3 dossiers prioritaires de son quinquennat. Le président de la République s'est rendu aux États généraux des malades du cancer. Il a reconnu que les patients étaient bien soignés en France, mais qu'il restait des progrès à faire pour améliorer leur qualité de vie. Manque d'informations, problème de réinsertion après la maladie. Voyez ce reportage de Jean-Daniel Flézaquier et Christian Leroux. Familièrement, on dit que c'est la faute à pas de chance. À 35 ans, Louis-Marie, sportif qui n'a jamais fumé, se bagarre depuis 4 ans contre un cancer du poumon particulièrement agressif. Pour la 3e fois, il teste un nouveau traitement. Cette fois-ci, c'est une chimiothérapie sous forme de gélules. Mais il ne se sent ni cobaye ni passif. Au contraire, il veut s'impliquer complètement dans ce traitement. Moi, par exemple, une de mes hantises, ce sont les effets secondaires. Donc je suis vraiment très chiant parce que je veux connaître tous les effets. Je sais que je les aurai pas forcément tous, mais je veux avoir toute l'information. Ce besoin de savoir, de tout connaître de leur état, les malades du cancer l'expriment aujourd'hui de plus en plus fortement. D'autant qu'ils ont accès à une multitude d'informations par tous les moyens, même les plus étonnants. J'avais une poissonnière qui ne connaissait pas Internet. Elle avait besoin d'informations. C'est son gosse de 9 ans qui a sorti toutes les données sur un nouveau médicament et elle me les a amenées. L'ERI, l'espace de rencontre et d'information. Il est dans l'hôpital, mais c'est la Ligue contre le cancer qui l'a créé. Ici, pas de médecins, mais des personnes formées à l'écoute, des accompagnateurs de santé. Marie-Angèle a 34 ans, un cancer du sein et beaucoup de questions à poser sur les traitements que les médecins lui proposent. Nous pouvons parler de choses intimes que je ne vais peut-être pas oser parler avec un homme ou une personne qui me paraît sévère. Elles sont tous sourires, prêtes à m'écouter, donc c'est ceux qui n'ont pas de tabou et j'arrive à leur présenter les choses. Elles arrivent aussi à me rassurer sur certains points. Ils s'excusent toujours d'être malades vis-à-vis des médecins. Et moi, je pense que leur dire qu'ils sont un être humain au même titre que le médecin qu'ils ont en face et leur donner des outils pour avoir un échange plus d'égal à égal, si l'ERI participe à ça, ben, c'est une vraie victoire. Traitement plus efficace, malade mieux informé, tout irait donc mieux. Mais voilà, il y a les banquiers et les assureurs, toujours aussi peu enclins à accorder des prêts à ceux qui s'en sortent. Les gens trouvent ça complètement injuste parce qu'ils sont sortis d'une maladie qui est mortelle.
mais ils ont l'impression que personne ne veut d'eux et qu'on les empêche de vivre enfin leur vie. Médicalement guéri, le cancer reste socialement une longue et très cruelle maladie. Catherine Vautrin, nouvelle secrétaire d'État aux personnes âgées. Catherine Vautrin remplace Hubert Falco, qui a choisi de rester sénateur du Var et maire de Toulon. En fin de journée, la CGT a officiellement signé un accord avec la SNCF pour éviter les conflits et privilégier le dialogue social. Un texte qui ne satisfait pas ceux qui défendent l'idée d'une loi sur le service minimum. Stéphane Despinois, Alexandre Cara. Un tournant historique pour la SNCF. Le patron des cheminots CGT appose sa signature au bas de l'accord sur la prévention des conflits. Après 18 mois de négociations, l'entreprise ferroviaire réussit à mettre en place une alarme sociale pour éviter les grèves. Ce n'est pas encore le service garanti, mais c'est un grand pas en avant. Écoutez, moi je fais mon travail. Mon travail, c'est qu'il y ait moins de grève à la SNCF et que les jours de grève, on puisse informer au maximum les voyageurs sur le service qu'on pourra assurer et de faire en sorte que ce service soit aussi important que possible. Le débat continue en effet autour du fameux service minimum. Jean-Pierre Raffarin joue l'apaisement. La loi deviendrait inutile, a-t-il expliqué à nos confrères d'RTL, si les autres entreprises devaient suivre l'exemple de la SNCF. Les plus libéraux de la majorité ne sont pas de cet avis. Ils se souviennent de la promesse de Jacques Chirac et selon eux, on est encore très loin du service minimum. Ce n'est pas parce qu'il y a moins de conflits qu'on les évite. Par contre, ce que l'on doit faire, si l'on ne peut pas éviter ces conflits malgré l'accord, c'est légiférer pour instaurer un service minimum garanti. Le ministère des Transports juge le processus sur de bons rails. Prochaine étape, l'amélioration des prévisions de trafic si la grève ne peut être évitée. Invité ce matin chez nos confrères d'RTL, Jean-Pierre Raffarin a affirmé qu'il excluait une hausse des tarifs EDF en hiver. Eurotunnel, toujours dans le rouge. 6 mois après avoir été reprise par les petits porteurs, la société est toujours au bord de la faillite. La nouvelle direction a présenté cet après-midi devant les syndicats son plan d'action pour les 3 années à venir. Martin Gouès, André Issora. La direction d'Eurotunnel sait enfin où elle va. Pour faire entrer de l'argent, elle va augmenter le transport de marchandises, mais elle doit surtout faire des économies. Les salariés sont inquiets. Je crois que c'est très clair, on va énormément souffrir parce que des gens n'ont pas fait leur boulot pendant des années. Qu'appelez-vous de souffrir? Le plan social, il ne faut pas se voiler la face en janvier ou en 2005. On ne sait pas encore combien d'emplois seront supprimés sur les 3000 salariés des deux côtés de la Manche. La direction a pris le temps de la réflexion. C'était il y a 6 mois un véritable putsch. Pour la première fois, des petits actionnaires, sous l'impulsion de Jacques Maillot, renversaient la direction d'un grand groupe. Mais la confiance ne semble pas être au rendez-vous. L'action a perdu près de la moitié de sa valeur depuis le mois d'avril. Marcel Tixier avait acheté des actions pour participer à l'Assemblée Générale historique. Pour lui, les mesures annoncées arrivent trop tard. Et même dans les 3 mois qu'on suit, aucun plan concret d'annoncer. Aucun. Et ça ne m'a pas étonné. Ça ne m'a pas étonné du tout. Parce que s'il y avait une solution, vous pensez bien que depuis des années déjà, elle aurait été examinée. Avec une dette de 9 milliards d'euros, les patrons d'Eurotunnel doivent maintenant convaincre les banques qu'elle prend la bonne direction. Après la justice, Jean-Marie Messier se retrouve aujourd'hui face aux gendarmes de la Bourse. L'ancien patron de Vivendi est soupçonné d'avoir communiqué de fausses informations sur l'entreprise. Il risque 1 500 000 € d'amende. François Baudonnet, Frédéric Capron. Un Jean-Marie Messier si discret qu'il préfère fuir notre caméra plutôt que d'entrer par la grande porte. L'image contraste avec celle du patron de Vivendi Universal, lui qui recherchait les médias pour leur dire que son groupe allait mieux que bien. Et c'est sur la communication financière de Vivendi que l'ex-PDG et son bras droit de l'époque, Guillaume Anzo, ont dû s'expliquer toute la journée. Ils sont soupçonnés d'avoir présenté comme excédentaires des comptes en réalité déficitaires. Devant la commission de sanctions du gendarme de la Bourse, les 2 hommes, mais également Jean-René Fourtou, l'actuel patron de Vivendi. La commission s'appuie sur un rapport confidentiel que nous nous sommes procurés, 85 pages accablantes, au terme desquelles il est demandé contre Jean-Marie Messier une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'à 1 500 000 €. Une amende record qui serait alors versée au Trésor public et qui serait bien accueillie par les marchés financiers. Les petits épargnants ont souvent souffert. On a Panama, Suez, Eurotunnel, le Crédit Lyonnais en mémoire. Espérons qu'à travers cette affaire et ces sanctions prises à travers les gros intervenants, le petit actionnaire sera protégé face à cette turpitude.
En fin d'après-midi, Jean-Marie Messier était toujours entendu par l'autorité des marchés financiers. Le gendarme de la Bourse rendra publique sa décision dans quelques jours. Décidé l'hiver dernier après le mouvement de grogne des chercheurs, les états généraux de la recherche se sont ouverts aujourd'hui à Grenoble. Plus de 900 scientifiques sont réunis pour faire des propositions de réforme au gouvernement. Le secteur souffre surtout de manque de moyens et de lourdeurs administratives, comme nous l'explique ce scientifique rencontré dans son laboratoire à Paris, Nicolas Châteauneuf, Mathias Barrois. 135, 134. Dernière mesure pour poser le plafond. Il y a quelques jours, ce laboratoire de physique des cellules n'existait pas. En tout cas, pas ici, mais à Strasbourg. Pour changer d'environnement, son patron a choisi d'emménager à l'École normale supérieure de Paris. Les cartons encombrent encore un peu le passage, mais les chercheurs sont déjà au travail et il faut retrouver ses marques. C'est le redémarrage, en fait. C'est pas tout à fait le début, parce qu'on faisait un peu ça à Strasbourg. Et là, il faut redémarrer les manips qu'on faisait et en changeant d'endroit, il faut se remettre dans le bain. À 49 ans, Didier Châtenay est un spécialiste des mécanismes cellulaires. Il dirige ce laboratoire et les travaux d'une dizaine de chercheurs. Partisan de la mobilité, il a choisi de déménager malgré les complications administratives qui empiètent de plus en plus sur son travail de scientifique. Elle se concrétise par beaucoup de temps passé à faire autre chose que simplement de la recherche, à remplir des rapports, des bons de commande, enfin toutes sortes de choses administratives qui ne présentent pas beaucoup d'intérêt. Et pendant ce temps-là, vous ne cherchez pas? Pendant ce temps-là, je ne cherche pas, exactement. Pour Didier, l'autre problème de la recherche française, c'est le manque de moyens. Récemment, une université américaine lui a proposé 1 600 000 $ pour monter son laboratoire. Il a refusé. Son budget actuel est de 200 000 €. C'est donc un peu le système D. Je ne sais pas comment vous faites pour vous y retrouver. Ouais, mais c'est parce qu'on a pu déménager, quoi. Budget, paperasse, la recherche publique est mal dans sa peau. Et ici comme ailleurs, les conclusions des États généraux seront étudiées à la loupe. Aux États-Unis, à 6 jours de l'élection présidentielle, le système de vote connaît déjà ses premiers couacs. En Floride, par exemple, un État décisif pour les deux candidats. 58 000 bulletins de vote par correspondance ont disparu. Les Américains craignent aujourd'hui de revivre la pagaille de l'élection présidentielle en 2000. Pascal Golomer, Tristan Lebras. Depuis 2 semaines, ils sont des dizaines de milliers à venir dans les bureaux de vote de Floride pour choisir leur prochain président. Les électeurs redoutent la cohue du 2 novembre avec une participation record et les risques de cafouillage liés à ces machines électroniques dont beaucoup se méfient. En fait, les premières contestations ont déjà surgi, mais sur un autre front. 60 000 formulaires de vote par correspondance envoyés par la poste à des électeurs ont été égarés. Nous avons contacté les responsables de la Poste qui nous ont assuré que les courriers avaient été bien expédiés. Mais à cette heure, on n'a aucune idée de ce que ces formulaires sont devenus. Et la suspicion règne partout. Les uns craignent les opérations d'intimidation, les autres parlent d'inscriptions frauduleuses, avec toujours en mémoire la bataille d'il y a 4 ans. Non seulement les problèmes n'ont pas été résolus, mais ils se sont aggravés, principalement à cause des querelles partisanes. Et il n'y a pas que la Floride. Une trentaine de tribunaux sont déjà saisis à travers le pays par tel ou tel candidat sur des questions de procédure. Les partis doivent former au plus vite les observateurs qui feront le siège de chaque bureau de vote dans chaque comté pour veiller à ce que tout se passe bien. Et si à 8 heures, il reste 50 personnes dans la file d'attente, assurez-vous bien que tout le monde puisse voter conformément à la loi. Car républicains et démocrates savent que la victoire se jouera sur la mobilisation de leurs troupes. Les derniers sondages très serrés, parus ces dernières heures, ne vont certainement pas les faire changer d'avis. Nous partons à présent pour le Nevada, un État qui avait voté pour George Bush en 2000. Cette année, les démocrates espèrent bien renverser la tendance en dénonçant un projet d'implantation d'une décharge nucléaire défendu par le président américain. Martine Laroche-Joubert, Gilles Jacquier. C'est une montagne sacrée revendiquée par les Indiens. La légende raconte qu'un serpent y vit encore et que la terre tremble. Pas de quoi effrayer George Bush, il a décidé d'enfouir ici, dans le Nevada, à Yucca Mountain, tous les déchets nucléaires des États-Unis, 70 000 tonnes dès 2010. Un projet auquel s'oppose John Kerry. Dans cet affrontement, le département de l'énergie organise pour nous convaincre une tournée. Ce site est très stable. Ici sont enfouis des milliers de dépôts minéraux. Eh bien, ils n'ont pas bougé depuis des millions, voire même des centaines de millions d'années. On ne les a jamais découverts. Et s'il y a un tremblement de terre? Un tremblement de terre?
Il aurait simplement un impact sur les bâtiments de surface. Et c'est pour ça que ces bâtiments seront construits selon des standards sismiques très élevés. Yucca Mountain, le cœur d'un désert où pendant 30 ans les Américains ont testé leurs armes atomiques. Les essais sont terminés mais la zone reste sous contrôle militaire. Alors, sous haute surveillance, nous sommes autorisés à nous approcher de ce tunnel. C'est ici, à 300 mètres sous terre, que les déchets seront déposés dans des sarcophages, une véritable tombe gardée non plus par le serpent des Indiens, mais par des monstres d'acier. Et en cas d'attaque terroriste ? Imaginons que l'on mette une bombe dans une voiture. Que se passera-t-il? Cette explosion causerait des dommages au tunnel, mais pas aux déchets. Mais le transport de ces déchets inquiète aussi. Las Vegas, la capitale mondiale du jeu, est à 1h30 de route à peine. 25 millions de touristes par an. Pas question de leur faire peur. Alors, l'État du Nevada a porté plainte contre le gouvernement et les défenseurs de l'environnement sont sur le pied de guerre. Si les containers ne sont plus étanches, les déchets vont s'infiltrer dans la nappe phréatique et dans les puits d'irrigation des fermiers à quelques kilomètres de là. Et finalement dans l'eau qui alimente la plus grande laiterie du Nevada. Ces déchets empoisonnent la campagne électorale de George Bush. La majorité des habitants du Nevada est opposée au projet de Yucca Mountain. C'est donc un État qui peut basculer dans le camp démocrate et créer la différence entre les deux candidats au coude à coude. Aujourd'hui, cela fait 70 jours que Christian Chesneau, Georges Malbruno et leur chauffeur syrien Mohamed Al-Joundi sont retenus en otage en Irak. Après la crise qui a secoué les institutions européennes, l'ambiance risque d'être quelque peu tendue demain lors du sommet européen qui se tient à Rome. Le futur président de la Commission européenne, M. Barroso, devrait avoir des contacts avec les dirigeants des 25 pays de l'Union qui se réunissent en fait pour signer la Constitution européenne. 5000 agents de la sécurité ont commencé à se déployer pour assurer le bon déroulement de la cérémonie. Alors je vous rappelle que les 25 ont 2 ans pour ratifier le traité. Les Français seront consultés en 2005. La date exacte n'est pas encore arrêtée, mais le contenu du texte, on le connaît bien. En voici les grandes lignes avec Jean-Paul Chapelle. Les dirigeants des 25 pays de l'Union se retrouveront demain à Rome pour signer de manière solennelle le traité de constitution. Le texte prévoit de donner un visage à l'Europe, celui d'un président qui sera élu pour 2 ans et demi. Il y aura aussi un ministre des Affaires étrangères pour plus de cohérence sur la scène internationale. La commission, composée de 25 membres aujourd'hui, sera réduite à 18 en 2014. Pour limiter les blocages, il fallait éviter que les petits pays ne pèsent autant que les grands. Malte, 400 000 habitants, n'aura pas le même poids que l'Allemagne, 80 millions d'habitants. La nouvelle règle de vote, une double majorité, 55% des États pourvu qu'ils rassemblent au moins 65% de la population de l'Union. Cependant, certains domaines comme la fiscalité ou le social resteront soumis à la règle de l'unanimité. Chacun des 25 pays conserve alors un droit de veto, donc de blocage. Dans la Constitution européenne, il n'y aura pas de référence chrétienne. Le préambule se contente de rappeler les héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe. Après ce journal, vous retrouverez justement Questions ouvertes. Gilles Leclerc reçoit à Rome Valéry Giscard d'Estaing. Acte politique ou geste d'un déséquilibré, pour l'instant aucune piste n'est privilégiée après l'attentat à l'explosif qui a légèrement endommagé les bureaux de la mairie de Bordeaux. La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie de l'enquête. Pour l'instant, il n'y a pas eu de revendication. Ce soir, les mesures de sécurité autour de la mairie ont été renforcées. Le phénomène est inquiétant. Depuis quelques années, le nombre d'infractions liées à la conduite sans permis explose. En 2002, près de 20 000 automobilistes ont été condamnés pour défaut de permis. Face à cette délinquance routière, les autorités du Val-de-Marne infligent une condamnation en forme de stage de sensibilisation. Reportage Caroline Gauthier, Yann Moine. Palais de justice de Créteil. Ce matin-là, Karim, Abdel, Sébastien, Christophe, 6 mineurs, 2 adultes, tous arrêtés pour conduite sans permis. Ils ont rendez-vous avec la justice, mais cette fois, pas de juge, pas de magistrat. Face à eux, des inspecteurs de la sécurité routière. Dis-toi, mec, t'aurais pu tuer des vies et être en prison. Non, moi, c'est pas pareil. Moi, ma copine, elle était à l'hôpital, tu vois. On m'a appelé, donc c'est pour ça que je suis parti avec. Mais sinon, jamais. Mais comment t'as appris à conduire alors? C'est comme dans les films, hein, tu sais. Justement, pendant 5 jours, des policiers, des secouristes vont tenter de leur faire comprendre que la vie, ce n'est pas un film. Et on commence avec les gestes de premier secours. Oh, ça lui répond pas.
Ça c'est de là, ouais. Là c'est bon, là, je peux. On passe des clés de voiture, les grands ils me laissent conduire des voitures. Vous voyez comment c'est hein, dans les quartiers, ils nous laissent tous conduire comme ça. Après on prend l'habitude et après voilà on s'arrête pas. Jusqu'au jour où on se fait attraper. Il y a 1 an, je conduisais sans permis et on m'a attrapé quoi, au fait. Et voilà, au fait soit c'était la prison ou le stage de réparation. Bah, j'ai préféré le stage de réparation. C'est l'occasion d'un face-à-face surprenant. Quand ces adolescents rencontrent un CRS, ils parlent moto. Ça n'empêche que de 0 à 200, je te le dis. Ouais, mais c'est suffisant. Je vais vous montrer divers accidents qui impliquent des motards, des véhicules, des Maintenant, voitures. on passe aux choses sérieuses. Il peut y avoir de tout. Ici, vous avez un accident impliquant un motard. Ce que je veux leur faire comprendre, c'est qu'ils ont besoin du permis pour connaître le code de la route, mais également qu'ils prennent conscience des risques qu'il y a lorsqu'on circule et qu'il faut faire vraiment attention à tout ce qu'on fait et ce qu'il y a autour de nous. Exemple concret seulement quelques minutes plus tard, sous les yeux du groupe, un accident. Certains font la circulation, d'autres secourent le conducteur. Après la théorie, la pratique. J'ai cru que ça allait pas me servir maintenant, mais là sur le coup, là, c'est venu, ça sert à quelque chose. Ça peut nous arriver à nous comme à un ami. Ces stages sont organisés depuis le début de l'année par le tribunal de Créteil et la préfecture du Val-de-Marne. Il est encore difficile d'évaluer leur efficacité. Le parcours du Tour de France 2005 a été dévoilé ce matin. Il partira le 2 juillet de Fromentine en Vendée pour arriver à Paris le 24. Un parcours de 3600 km que nous détaillent Julien Beaumont et Pierre Lepty. L'île de Noirmoutier et la Vendée, point de départ du Tour de France 2005. Un tracé qui couvrira la France d'ouest en est. Avec en première partie Tours, Blois, Chambord, Montargis, puis l'Alsace avec notamment Nancy et un passage éclair en Allemagne. Jusqu'à Mulhouse, pas de grosses difficultés. Parfait pour Thomas Vauclair. L'un des acteurs du Tour 2004 pourrait bien briller lors de la première partie. Je ne suis pas un pur grimpeur et je ne suis pas un pur rouleur, donc c'est vrai que les étapes de moyenne montagne, un petit peu par exemple en Alsace, qui est ma région d'origine, c'est vrai que c'est peut-être des parcours qui me conviendront un peu mieux. Pour les étapes de montagne, rendez-vous le 12 juillet. Et on retrouve des noms mythiques, col de la Madeleine, du Télégraphe, du Galibier. À suivre aussi les Pyrénées, 3 étapes dont certaines avec des pentes à 8%. Sans oublier le Massif central, 3600 km et une inconnue. Après 6 victoires, Armstrong reviendra-t-il? On n'a pas pu prendre une décision encore. Je veux que la saison commence, qu'il se mette dans l'ambiance et qu'il voit comment il est. Si on voit qu'il peut se motiver et il pense qu'il peut être prêt, on travaillera en fonction de ça. Quant à Richard Virenque, pas de surprise. Malgré ce tracé 2005 prometteur, le roi Richard ne sera pas là. Il va enfin pouvoir prendre ses vacances en juillet. Je vais te dire par rapport à l'année dernière. Les vacances avec une idée de sortie près de Châteauroux. Le parc de la Haute-Touche est la plus vaste réserve animalière de France. Antilopes, loups, de quoi ravir les enfants et même les plus grands. Laurence Deleur, Frédéric Faure. Il faut avoir un œil de lynx pour apercevoir ces loups d'Amérique. Car contrairement aux idées reçues, l'animal est très craintif. Les enfants s'en rendent vite compte. Certains, de toute façon, en avaient déjà fait un compagnon de voyage. Il y a le loup numéro 4. Tu crois qu'ils sont dangereux, les loups? Pas du tout, parce qu'ils ont peur de l'humain. Alors, c'est pour ça que je les aime bien. Regarde le gros, là. S'approcher des dôles paraît être un jeu d'enfant. Mais attention, cette sorte de petit chien d'Asie du Sud-Est peut être redoutable. En meute, les dôles n'hésitent pas à voler la nourriture du tigre. Si vous rencontrez une meute de dôles, est-ce que vous aurez peur? Oui, un peu. Sans quitter l'Indre, la troupe se transporte d'Asie à Madagascar, pays d'origine des lémuriens. Une espèce menacée aujourd'hui d'extinction. Si la forêt disparaît, qu'est-ce qui se passe pour les lémuriens? Ils meurent. Ils disparaissent aussi. La réserve de la Haute-Touche s'est spécialisée dans l'accueil des animaux en voie de disparition. Ces gnous à queue blanche ont frôlé l'extinction en 1900. Ces oryx sont quasiment disparus des déserts marocains et tunisiens. Quant aux tigres de Sumatra, ils ne sont plus qu'une centaine à vivre dans leur milieu naturel. Si cet émerveillement reste à l'esprit de l'enfant, de l'adolescent, voire un peu plus grand, on aura gagné un petit pari du fait qu'ils auront peut-être envie de protéger un peu plus l'animal et la faune. Un émerveillement qui suscite aussi des vocations musicales.
tout petit peu plus fort. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, question ouverte en direct de Rome. La météo Isabelle Martinet. Le point route Julien Pascal. 21h envoyé spécial. 1h, le dernier journal vous sera présenté par François Baudonnet. Dès 6h30, Télématin, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Philippe Devilliers. Bon week-end à tous, à lundi.